Bonsoir à tous, bienvenue dans le Journal de l'Afrique à la une de l'actualité. Fin de la tournée africaine du vice-premier ministre russe. Alexandre Novak s'est rendu au Mali, au Burkina Faso et au Niger avec comme objectif de renforcer les relations et les partenariats entre Moscou et ces pays du Sahel. Après 4 jours de vote dans des conditions chaotiques, la fin des élections générales en Namibie est déjà une crise électorale. Le principal opposant demande l'annulation du scrutin et cela même si les résultats lui sont favorables. Ce dimanche, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida. Si le nombre de contaminations recule en Afrique subsaharienne, les dernières données montrent que les adolescentes et les jeunes femmes sont proportionnellement les plus touchées. Nous ferons le point sur la situation avec notre invitée, Jeanne Gapilla, fondatrice de l'ANSS Santé Plus, l'association nationale de soutien aux séropositifs et malades du sida. Bonsoir madame, merci d'être avec nous. Bonsoir. 3 pays en 2 jours. C'est une tournée au pas de charge qu'a achevé ce vendredi le vice-premier ministre de Russie. Un déplacement au Sahel, dans les pays gouvernés par les juntes militaires qui se sont rapprochés de Moscou. On fait le point sur cette visite avec notre correspondant dans la région, Harold Girard. Le vice-premier ministre russe a commencé sa tournée sahélienne à Bamako, au Mali, où, selon ses dires, semble se dessiner une coopération plus étroite entre les deux pays dans plusieurs domaines, l'agriculture, les infrastructures, mais également les transports. La visite s'est poursuivie à Ouagadougou, au Burkina Faso, où Alexandre Novak, qui était accompagné de plusieurs acteurs économiques russes, mais également de parlementaires, a également annoncé la venue, la signature de nouveaux accords. Il devrait eux aussi être liés au développement d'infrastructures dans le pays. La visite s'est conclue à Niamey, au Niger, où le vice-premier ministre russe a annoncé la mise en place de plusieurs projets, selon lui d'ampleur régionale, qui viseraient à améliorer le quotidien des populations dans ces zones. Pour l'instant, la relation entre le Niger et la Russie est plus davantage axée sur le développement de la coopération militaire, un camouflet en soi pour la diplomatie française, car cette tournée de la diplomatie russe dans le Sahel central, elle a commencé jeudi, le même jour où le Sénégal et le Tchad, les 2 derniers pays sahéliens qui abritent sur leur sol des troupes françaises, ont justement demandé le départ de ces soldats. En Namibie, les résultats des élections présidentielles et législatives ne sont pas encore connus, mais une crise électorale se dessine. Panduleni Itula, le principal opposant au parti historique au pouvoir, affirme qu'il ne reconnaîtra pas le résultat du scrutin. Scrutin sur 4 jours prolongé jusqu'à ce samedi et durant lequel de nombreux électeurs n'ont pas pu voter en raison de défaillances d'organisation. Nicolas Chamontin. Ce bureau de vote est le seul de Windhoek à avoir rouvert. Ici, la file d'attente avance rapidement. Vendredi, 2500 Namibiens ont pu déposer leur bulletin dans l'urne. Une fluidité qui satisfait les électeurs. Je suis très heureuse car la dernière fois, je n'avais pas réussi à voter. Mais aujourd'hui, j'ai réussi. Je suis très heureuse d'avoir voté. Des scènes bien différentes de celles observées mercredi. Pendant le premier jour du scrutin, de nombreux électeurs ont attendu jusque tard dans la nuit sans jamais pouvoir voter. La faute à des incidents logistiques et techniques. Face à ces problèmes, la commission électorale a décidé de prolonger le vote vendredi et samedi dans une trentaine de bureaux du pays. Insuffisant pour certains observateurs, mais déjà trop selon l'opposition, qui réclame l'arrêt des opérations de vote et annonce qu'elle rejettera les résultats. Je suis certain que le public comprendra que les fraudes électorales sont flagrantes et indéniables. Nous ne pouvons qualifier ces élections de libres, équitables et légitimes sous quelque forme que ce soit. La Namibie se dirige vers la pire crise institutionnelle de sa courte histoire. Indépendant depuis 1990, le pays est gouverné sans partage par la SWAPO, qui voit sa popularité s'éroder chez une jeunesse massivement touchée par le chômage. La candidate de la formation, Netumbo Nandi Ndaitwah, pourrait être contrainte à un second tour inédit.
Le CIREX se tient jusqu'à lundi à Abidjan. Le CIREX, c'est le salon des ressources extractives et énergétiques. Une grand-messe de 300 stands pour les miniers et les pétroliers venus de plus de 50 pays. Les enjeux sont énormes pour la Côte d'Ivoire qui espère faire de son sous-sol une source de croissance majeure et le deuxième pilier de son économie après le cacao. Les précisions de Julia Guggenheim. C'est la première édition du CIREX, le salon des ressources extractives et énergétiques, ici à Abidjan. Et déjà, plusieurs contrats ont été signés, notamment entre les autorités ivoiriennes et le pétrolier italien Eni, pour l'acquisition de 4 blocs offshore à des fins de recherche. Alors le groupe exploite déjà le gisement Baleine, un gisement qui a permis à la Côte d'Ivoire de multiplier par 10 d'ici 2030 sa production d'hydrocarbures. Le pays ambitionne d'en faire un pilier de son économie. Ce salon est une occasion de promouvoir la pleine valorisation des potentialités minières, pétrolières et énergétiques qui sont des réservoirs de croissance à peine exploités et des piliers majeurs et essentiels de développement. Un autre défi majeur pour notre continent est de contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre, y compris dans l'exploitation de ces ressources. Ainsi, un autre accord a été signé entre les autorités ivoiriennes et le pétrolier Eni. Il porte sur la reforestation et la préservation de 14 forêts classées qui couvrent 155 000 hectares dans le pays. Une manière notamment de compenser la pollution liée à l'exploitation du gisement Baleine, annoncé l'année dernière comme le premier projet africain net zéro d'émissions carbone. C'est la première fois que le pays met en place un projet de compensation de cette ampleur, une manière d'ouvrir la voie également au crédit carbone que le gouvernement espère développer pour financer la reforestation de son territoire. 2 semaines après que le Sénégal a annoncé la fin des accords de pêche entre le Sénégal et l'Union européenne en raison de défaillances dans la lutte contre la pêche illicite, la ministre sénégalaise de la Pêche sort enfin du silence. Fatou Diouf a livré sa part de vérité ce jeudi face à la presse. Correspondance à Dakar d'Eliman Ndao. Devant la presse, la ministre de la Pêche a décrié la sortie de l'ambassadeur de l'Union européenne il y a 2 semaines, informant de la fin de cet accord de pêche entre l'Union européenne et le Sénégal. Selon la ministre, cette sortie était beaucoup plus destinée à l'opinion qu'à l'État du Sénégal. La ministre de la Pêche qui informe que le Sénégal avait saisi à l'avance l'Union européenne pour que ces navires arrêtent les activités de pêche dans les zones économiques exclusives à date échue. La ministre qui estime que l'accord de pêche était beaucoup plus bénéfique à l'Union européenne et l'Union européenne qui n'a versé selon elle que 7 milliards de francs CFA sur les 12 milliards qu'elle doit au Sénégal. Je vous propose de l'écouter. Nous avons pu constater que dans leur communiqué, ils ont plus accusé le Sénégal de pays non coopérants à la lutte contre la pêche INN, malgré les efforts consentis depuis mon installation à la tête du département pour une gestion transparente de nos ressources halieutiques. Donc nous demandons à l'Union européenne vraiment de prendre des mesures contre ces entreprises qui ont bénéficié de ces produits et dans le cadre de sa responsabilité en tant qu'État du marché. La ministre a décliné par la suite plusieurs projets devant permettre au secteur de la pêche de sortir de la crise. Les pêcheurs sénégalais ont ces dernières années décrié la raréfaction des ressources halieutiques dans les eaux sénégalaises. Ces projets concernent entre autres le repos biologique, le développement de l'aquaculture, la surveillance des eaux sénégalaises ou encore l'audit du pavillon sénégalais. C'est l'Union européenne qui a mis fin aux accords de pêche avec le Sénégal en raison donc de défaillances dans la lutte contre la pêche illicite et la ministre de la Pêche sénégalaise qui répondait.
Et nous prenons à présent la direction de Cotonou. Ce dimanche, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida. Et au Bénin, comme dans de nombreux pays du monde, la maladie est passée au second plan pendant la crise du Covid-19. Comme dans la plupart des pays d'Afrique subsaharienne, ce sont parmi les jeunes qu'on recense le plus de cas aujourd'hui. À Cotonou, une clinique s'est spécialisée dans la prise en charge des enfants. Reportage signé Lilafa Amouzou, Emmanuel Sodji et Raphaël Ntali. Après l'école, ces enfants fréquentent à Cotonou une clinique spécialisée dans la prise en charge des enfants séropositifs. Cependant, tous n'y sont pas revenus depuis la fin de la crise sanitaire. La Covid-19 a laissé des traces. Il y a eu quelques perdus de vue, malheureusement. Nous avons dû prendre acte de cela et constater les effets que Covid a eu sur la prise en charge de nos patients. Nous avons essayé tant mieux de pouvoir redresser la situation, mais on ne peut pas tout rattraper malheureusement. Yvette et son fils Nathan, âgés de 9 ans, font partie des patients qui n'ont pas interrompu leur traitement pendant la crise sanitaire. Contaminé par sa mère à la naissance, Nathan ignore tout de sa séropositivité. Il sait que lui et moi prenons des comprimés, mais il ne sait pas pourquoi. Il pose parfois des questions. Mais on lui fait comprendre que c'est parce qu'il ne mange pas bien que le médecin lui a prescrit ça. Un psychologue lui apprendra sa maladie un peu avant ses 12 ans. Néanmoins, les enfants du centre sont suivis dès qu'ils commencent à poser des questions. Tout doucement, nous allons lui apporter des informations. Nous allons l'informer qu'il y a des microbes dans son corps et qu'il doit bien prendre ses traitements pour ne pas tomber malade, pour ne pas se sentir différent des autres. En 15 ans, la transmission du virus de la mère à l'enfant a été divisée par 4 au Bénin. Au sein de l'ONG, le nombre d'enfants pris en charge a augmenté d'un peu plus de 37% entre 2022 et 2024. Pour renforcer leur système immunitaire, une nutritionniste apprend aux mamans à changer leurs habitudes alimentaires. C'est compliqué ici au Bénin parce que nous avons l'habitude de tellement laisser la sauce au feu qu'elle perd toutes ses valeurs nutritives. Depuis la fin de la crise sanitaire, les campagnes de prévention se sont intensifiées en direction des jeunes. Selon des chiffres officiels, l'année dernière, 1400 nouveaux cas de VIH-Sida ont été recensés au Bénin, en majorité parmi les jeunes filles entre 15 et 24 ans. Et pour évoquer cette situation en Afrique, nous sommes avec Jeanne Gapia, fondatrice de l'ANSS Santé Plus, l'association nationale de soutien aux séropositifs et malades du sida, une ONG qui intervient sur tout le territoire du Burundi. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. On vient de le voir dans le reportage de nos correspondants, le sida est passé au second plan à la suite de la pandémie de Covid. Est-ce que c'est une situation que vous avez remarquée vous aussi au Burundi ? Absolument. C'est pas au Burundi seulement, c'est partout en fait. Surtout que la l'ANSS couvre la sous-région. Et heureusement que nous sommes dans une coalition plus, qui couvre beaucoup de pays. Et nous avons remarqué ça. Et ce que nous avons fait pendant la période de Covid, nous avons instauré des semaines de dépistage. Et ce que nous avons vu, c'est que justement, il y a d'abord les maladies sexuellement transmissibles qui sont remontées. Il y a des transmissions et c'est un peu partout, les jeunes, les femmes malheureusement, et les populations clés, où on trouve justement que c'est en train de monter et c'est très alarmant en fait. Il y a 39,9 millions de personnes qui vivent aujourd'hui avec le VIH dans le monde. Ce sont les chiffres donnés par l'ONU-SIDA. C'est un chiffre qui est bien évidemment très conséquent, mais qui s'améliore un peu, y compris en Afrique subsaharienne. Et comment est-ce qu'on peut expliquer cette amélioration ? Cette amélioration, c'est que il y a un moment où il y avait vraiment une mobilisation internationale et les pays avaient mis des moyens, et c'est le cas avec le Fonds mondial contre les 3 maladies. Mais il ne faut pas oublier que chaque année, l'année passée, il y a eu 1,3 million des nouvelles infections. C'est très alarmant au moment où on prévoyait que tout au plus, ce serait 378 000, mais on est à 1,3 million. Donc, on l'explique par le fait que maintenant, le sida n'est plus à la mode. Le sida est délaissé, il y a d'autres priorités et ça ne fait plus peur.
Et je pense que nous tous, acteurs, chercheurs, politiques, nous avons une responsabilité parce qu'il n'y a plus de sensibilisation. Et donc, la jeunesse, maintenant, en tout cas, les gens qui sont nés il y a 10 ans, 20 ans, ne savent plus. Et c'est vrai, il y a du bien parce qu'il y a eu des antirétroviraux. Les personnes vivant avec le VIH que nous sommes, on ne peut plus savoir, on n'a plus ce qu'on voyait avant qui faisait peur à cause des médicaments. Le problème, et c'est que les gens ne savent, c'est que si nous sommes bien portants, les gens ne savent pas les efforts qu'il faut. Oui. Et ce sont des médicaments à vie. Je voudrais revenir sur ce chiffre-là que vous nous avez donné, enfin le développer davantage, parce que vous dites l'année dernière 1 million de contaminations en plus. Et on sait que parmi ces contaminations, 44% des nouvelles contaminations concernaient des femmes, des jeunes filles, des filles très jeunes, âgées entre 15 et 24 ans. Pour donner un chiffre qui a été donné par l'ONU-SIDA, chaque semaine, sur 4000 adolescentes et jeunes femmes qui ont contracté le VIH, 3100 sur 4000, c'est énorme, étaient en Afrique subsaharienne. Pourquoi les jeunes filles sont-elles beaucoup plus infectées que les garçons? Biologiquement d'abord. La femme est exposée plus que les hommes par sa posture biologique, mais c'est aussi la vulnérabilité de la femme. La vulnérabilité de la femme, c'est que, en fait, jusque-là, les femmes n'ont pas le droit, dans beaucoup de cas, n'ont pas le droit de choisir la sexualité, de le faire quand ils veulent. Parfois, ils sont forcés de le faire à cause de la pauvreté, à cause de la dépendance. Et tant que les femmes, on n'a pas compris qu'elles doivent avoir aussi le droit de choisir, de décider de leur sexualité, mais aussi d'être informées, d'avoir toute l'information. C'est justement le rôle de la prévention, et je suppose, d'après ce que vous dites, que c'est très compliqué ce rôle préventif dans un contexte socio-culturel qui est sans doute plus délicat. Mais c'est ce rôle, mais c'est aussi le fait... La plupart des gens, ces derniers temps, la contamination passe par le sexe. Et lorsqu'on sait que, lorsque nous demandons à ce qu'il y ait une éducation sexuelle, beaucoup de pays sont résistants. Et pour quelle raison? Tout simplement, moi je suis désolée de le dire, c'est de l'hypocrisie. Parce qu'on sait que nos enfants, le jour où ils vont faire les relations sexuelles, ils ne vont pas demander la permission. Et lorsqu'ils n'ont aucune information, bien évidemment, ils sont exposés. Donc, et les femmes en particulier, les jeunes filles en particulier, parce que, encore une fois, à cause de la vulnérabilité économique, ça touche encore plus les femmes dans nos pays, particulièrement en Afrique subsaharienne. Comment ont accès aux soins ces malades du sida en Afrique subsaharienne? Par exemple, vous, au sein de la NSS, comment est-ce que vous prenez en charge les malades? Alors, je pourrais dire que la grande majorité, c'est les financements du Fonds mondial, mais nous avons aussi le soutien des ONG françaises, particulièrement SIDAction, Coalition Plus, Aide. Et aujourd'hui, la PEPFAR, ce sont ces financements que nous avons. Et nous avons une prise en charge communautaire qui vont vers les communautés. Et c'est comme ça qu'au niveau de la NSS, par exemple, ça va faire 5 ans que nous n'avons pas eu aucun cas d'un enfant né d'une mère séropositive qui soit infectée. Et c'est 1600 couples mère-enfant qui ont été concernés. C'est dire que quand on y met les moyens et quand surtout on accepte que les communautaires ont un rôle à jouer, pour les communautés, ça fait toute une différence. Merci Jeanne Gapia, merci d'être venue sur le plateau de France 24 pour évoquer avec nous le rôle que la NSS Santé Plus mène en Afrique subsaharienne pour les malades du sida. C'est la fin de ce journal. Restez sur France 24, l'information continue.